télé Gopo, la télé qui ose. Une bataille perdue, c'est celle que l'on refuse d'engager. Mesdames et messieurs, bonsoir, mon nom c'est Loda Adié. Bienvenue à l'épreuve du Gopo. À 18 mois de l'élection présidentielle, la crainte et la peur des Ivoiriens sont devenues perceptibles dans un contexte politique de plus tendu. Préoccupation légitimée par les sorties de route irresponsables du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, quand il dit « tout est bouclé, fermé, cimenté ». La recherche d'une solution devient donc un impératif pour sauver la Côte d'Ivoire. À la faveur donc d'une conférence débat co-animé par le CACI, Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et bien sûr, Diaspo USC, nous avons tendu notre micro aux responsables de ces structures. Bonsoir, bienvenue à Télé Gopo, la télé qui ose. Je suis aujourd'hui avec Sosthène Kofi. Sosthène Kofi, il va se présenter tout à l'heure, mais pour vous dire, mesdames et messieurs, que vous êtes à une nouvelle chaîne de télévision et croyez-moi, ça va bouger. On va boire du Gopo ici. Alors, monsieur Sosthène, présentez-vous. Oui, c'est Sosthène Kofi, je suis président de Ivoire Diaspo USA. Et Ivoire Diaspo USA, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement très proche du PDCI, qui a pour vocation à court terme d'inciter le choix du ministre Jean-Louis Billon pour la candidature du PDCI en 2020. Très bien, monsieur. Très bien. Donc, bienvenue une fois de plus à Télé Gopo. Voilà, mais nous avons quelques questions pour vous, monsieur Sosthène Kofi, qui représentait Ivoire Diaspo et puis en même temps supporter du ministre Billon. Alors, la première question que j'ai pour vous, c'est la suivante. Est-ce que le mouvement Billon, Diaspo USA 2020, n'est-il pas un courant qui risque de fragiliser davantage la cohésion autour du sphinx de Daoukro? En principe, non. En principe, non, parce que nous sommes un parti démocratique. C'est pour ça que nous avons 2D dans le PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Donc en principe, ça ne devrait pas. C'est vrai qu'il y a une convention qui va choisir le candidat du PDCI, mais nous ne faisons que proposer le ministre Jean-Louis Billon pour qu'il soit du starting block. Ouais, quand ils seront en train de choisir, qu'ils pensent au ministre, parce que nous estimons qu'il fera un très bon candidat pour la Côte d'Ivoire. Ok. Bien, à l'instar du docteur Eddy et du docteur Boga, vous avez co-géré avec le pouvoir avant de claquer la porte. Hein. Votre réaction et votre appel au changement n'est-il pas un élan d'aigreur ou de frustration? Non, en fait, en politique, dans un parti politique, on est tous dans le parti politique, mais ça ne veut pas forcément dire que nous épousons la direction que le parti prenne. Moi, par exemple, en 2014, je me suis opposé à l'appel de Daoukro parce que je n'ai pas voulu que le PDCI meure. Aujourd'hui, c'est vrai que nos aînés voient plus loin que nous, sont plus sages que nous, mais cette fois-ci, ils nous donnent raison en refusant de mourir. C'est ce que le pouvoir en place, le pouvoir RDR, a essayé de faire. Et je profite pour féliciter le président Bédier et son secrétaire exécutif pour s'opposer de manière catégorique à la disparition du PDCI RDA. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne pense pas. C'est des militants qui ont le droit de m'exprimer ce qu'ils veulent. Voilà un peu ce que nous faisons. Très bien. Nous savons aussi que le régime de Ouattara multiplie menaces et grincements de dents à l'endroit de tous ceux qui sont porteurs de changements. On sait aussi qu'il lorgne visiblement un troisième mandat. Alors, comment allez-vous y prendre? Nous demandons aux Ivoiriens de s'opposer. Nos tests, il faut qu'on apprenne à respecter nos tests. Il a eu 2 mandats, c'est terminé. Même la constitution que lui-même vient de concevoir avec
ces experts qu'il a choisis lui-même, qui lui ont concocté une constitution, ne lui permet pas de le faire. Même ces experts lui disent non, à vue de ces tests-là, tu ne peux pas être candidat. Donc, s'il le fait, je pense que c'est violer ouvertement la constitution ivoirienne et les Ivoiriens doivent faire bloc pour le bloquer. Ok. Très bien, Monsieur Kofi. Voilà, c'était du plaisir d'échanger avec vous pour ce bref moment. Je sais que vous sortez d'une conférence qui avait pour titre comment il faut sortir la Côte d'Ivoire en quelque sorte de la gangrène dans laquelle elle se retrouve en ce moment. Et cela m'amène à vous poser une dernière question. Okay. Voilà. Du 24 janvier 2003 à l'Inamakoussis, à la médiation des 5 chefs d'État, des chefs d'État africains, je vais parler du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, de la Mauritanie, du Tchad, de la Tanzanie, on a vu que, bon, voilà, les choses n'ont pas marché. Tous ces pourparlers ont échoué. Aujourd'hui, vous voulez sortir la Côte d'Ivoire dans l'arrêt politique dans lequel il se retrouve. Alors, quelle opportunité d'un débat quand toutes les alternatives de résolution ont échoué? Non, vous savez, d'abord, en politique et pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne doivent pas se décourager. On dit que l'Ivoirien, découragement n'est pas ivoirien. Ça, c'est l'adage de depuis. Donc, nous sommes un peuple, certes, épris de paix, mais devant l'injustice, les Ivoiriens se lèvent et disent non. Vous l'avez vu en 1990, Houphouët-Boigny même, qui est le père fondateur de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont opposés à lui. Et aussi, par le passé, il a voulu, par exemple, donner la double nationalité aux pays limitrophes, aux citoyens qui vivent dans nos pays. Les Ivoiriens ont encore une fois dit non. Donc, il ne faut pas prendre la quiétude ou bien la passivité des Ivoiriens pour en abuser. Je pense que cette fois-ci, en 2020, vous verrez, les Ivoiriens vont faire un bloc contre ce régime. Très bien. Alors, vous avez aussi dit que vous êtes supporter, grand supporter d'ailleurs du ministre Bion. Oui, vous voulez qu'il celui qui soit le président, le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais, mais avant, qu'il soit le candidat du PDCI d'abord. Ok. Alors, comment ça se fait que c'est M. Herman Cohen, un ancien diplomate américain, qui soit choisi pour expliquer la vision politique d'un ministre de la Côte d'Ivoire comme le ministre Bion? C'est pas juste. Il n'a jamais fait ça. Qui vous a dit qu'il allait expliquer la vision? Oui, mais justement, nous, c'est ce que nous avons vu. Oui. Il a parlé. C'est pas juste. C'est pas vrai. Il a donné son point de vue. Il a estimé que, comme le ministre Bion est dans l'économie, et qu'il pense que les pays africains vont se développer pas en empruntant de l'argent. En tout cas, les banques mondiales et tout ça, ce n'est pas des moyens efficaces de développer un pays. Il estime que l'investissement privé, c'est-à-dire des hommes d'affaires privés, la classe même entrepreneuriale ivoirienne doit s'investir en Côte d'Ivoire. On doit faire la politique de cette classe d'hommes d'affaires. Mais le ministre Bion, aux alentours du ministre Bion, il y a des Ivoiriens qui pouvaient dire ces choses. Oui, jusqu'à présent, on n'a entendu personne. Et ça sort d'un ancien diplomate. C'est pour cela que nous demandons. Oui, mais écoutez, une idée, quand elle est bonne, que ça vienne en Chine ou bien de trucs, quand l'idée est bonne, elle est bonne. En Afrique du Sud, il y avait des Blancs, il y avait des Indiens qui se sont battus contre l'apartheid. Ce n'est pas seulement une affaire de Noirs. Parce que l'idéal, ou bien elle est, comme on dit ça en français, les raisons de pourquoi ils se battent est noble. Voilà, c'est des idées nobles. Donc, parler d'économie, bon, qu'ils viennent des États-Unis et tout ça, nous on l'a fait en fait pour répondre à votre question. Peut-être que vous n'étiez pas informé, et ça je vous le conçois, mais on l'a fait parce que c'était notre première sortie. Et on voulait internationaliser un peu notre mouvement. Voilà, on voulait dire que, à part la communauté ivoirienne, on jette de clin d'œil aussi aux décideurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le mente, le monde est fait de ça. La Côte d'Ivoire est un pays qui fait partie des nations. Donc il faut qu'on crée aussi des relations extérieures. Donc nous, notre mouvement, dans un premier temps, c'était de s'ouvrir au monde américain. Et puis après, on continuait dans la communauté. Donc c'est pour cela que notre première sortie, nous avons eu la présence du ministre
Du diplomate, du diplomate Cohen, Mr. Cohen. Yes. Ok. Eh bien, merci d'avoir expliqué. On va suivre cette affaire. On va, puisque apparemment il est candidat aux élections prochaines. Non, Il non, n'est pas? on ne sait pas encore. Vous ne savez pas? Puisque le 2020, c'est en matière politique. 2020, c'est oui, très mais vous prochain. savez, Là. tout de suite à la conférence, on a parlé de discipline des partis. Mhm. On sait un peu on a les mains liées, on est obligé d'attendre, puisque nous sommes des militants disciplinés, d'attendre la convention du PDCI qui va décider. Maintenant, si la convention se fait de manière démocratique et choix démocratique, bon, on avisera de toutes les façons, on va se plier à la décision de la majorité. Ça aussi, c'est la politique. Bien, avec ces beaux mots, on va se plier aux décisions de la majorité. Je pense que c'est la belle leçon que M. Kofi Sosten amène aux Ivoiriens aujourd'hui. Et je peux applaudir cela. Et j'espère que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire vont s'atteler à cette expression. Merci encore une fois de plus, M. Sosten. Et vous donne beaucoup de chance dans votre nouvelle chaîne. Et je pense que ça va bien se passer. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et sur ce, nous vous disons au revoir. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous recevons le docteur Eddy. Le docteur Eddy va se présenter. Ben, vous avez déjà dit mon nom, c'est Eric Eddy. Je suis le secrétaire exécutif du comité d'action pour la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Très bien, merci monsieur. Alors, notre première question que nous avons pour vous est la suivante. Alors, du 24 janvier 2003 à Dinamakoussis, à la médiation des 5 chefs d'État africains, Burkina Faso, Afrique du Sud, Mauritanie, Tanzanie et même le Tchad, il y a des décisions qui ont été prises mais qui n'ont pas été respectées. Donc, il y a eu un échec de pourparlers. Quelle opportunité d'un débat aujourd'hui, parlant de la Côte d'Ivoire et de sa libération? Ben, écoutez, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais exclure le débat théorique, la réflexion, bien entendu, qui fait aussi partie de toute action politique. Le débat, il est important dans la mesure où c'est dans la conversation, évidemment, que les idées convergent, qu'on trouve les points communs. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, ce débat, il est important. Il est encore important dans la mesure où, si vous parlez de la Côte d'Ivoire, le pays continue donc de souffrir des affres d'une rébellion qui a éclaté en 2002. Nous continuons de souffrir donc les conséquences de cette instauration donc de l'état de non-droit. Donc ce débat pour moi, je trouve aujourd'hui qu'il est important et il continuera toujours d'être important. Ok, très bien. Alors, vous êtes le secrétaire exécutif du CACI, hein, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Vous appelez à une transition en Côte d'Ivoire. Comment vous y prenez? Ben, merci. La première chose d'abord, c'est de véhiculer l'idée de la transition et de faire comprendre ce que nous appelons transition. Vous savez, beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains ont encore gravé dans leur mémoire que lorsque nous parlons de transition, ça veut dire que le régime qui est en place doit être descendu, soit par un coup d'État ou bien par un soulèvement populaire. Nous disons et nous répondons ceci, que nous avons défini en 2018, au cours d'un colloque que nous avons organisé à Washington, D.C., la transition comme étant l'ensemble des discours, des actes qui devront être posés afin d'assainir le climat politique, social et économique de la Côte d'Ivoire avant 2020, c'est-à-dire c'est de maintenant jusqu'en 2020. Cela consiste à quoi concrètement? Si par une mobilisation donc des Ivoiriens de façon démocratique, comme ça a été le cas au Burkina Faso, comme ça a été le cas dans bien d'autres pays, le régime en place maintenant, sans cette pression, et recule et donc engage des discussions dans le sens d'assainir le climat politique, on parle là d'une transition. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement ou bien forcément de prendre des armes pour faire descendre ce régime. Si aussi par une mobilisation très forte de la rue, comme ça a été le cas au Burkina Faso et qui a vu la chute de Blaise Compaoré, nous arrivons aussi à le faire, ben écoutez, ce serait aussi bienvenu. Mais la chute d'un leader, d'un dictateur, comme Blaise Compaoré ou aujourd'hui comme Ouattara, comme nous le souhaitons, ne veut pas forcément dire que nous rentrons dans une transition.
Ça, ce serait un changement de régime. La transition, encore une fois, c'est plutôt ce cadre de discussion, vous voyez, qui est mis en place et qui fait en sorte qu'au sorti de ce cadre-là, nous avons des idées beaucoup plus claires sur comment est-ce que nous réinventons nos institutions, sur comment est-ce que le débat politique se mène dans une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est ça, surtout, qui est plus important, pas nécessairement, mais évidemment, tout passe par le départ de ce régime. Ensuite, quand vous nous entendez parler, vous voyez que nous parlons de départ de régime. Ça veut dire que nous ne mettons pas l'accent sur l'individu, quoique cet individu-là, qui est Alassane Ouattara, représente ou bien incarne ce régime-là que nous ne voulons pas. Mais autour de lui, il y a tout un système. Et c'est de ce système-là que nous parlons. Okay. Voilà un peu comment est-ce que nous voulons que les Ivoiriens comprennent notre idée de la transition, qui peut paraître vraiment atypique, mais nous continuons de croire vraiment à cela. Parce que nous pensons que tout à l'heure dans la conversation, un de nos des panélistes a bien suggéré que depuis 1990, la Côte d'Ivoire n'a pas connu une bonne transition d'un chef d'État à un autre, ou bien d'un président à un autre. Mais c'est parce que les élections sont un problème. Mais si les élections sont un problème, nous pensons à notre analyse, à l'issue du colloque, que c'est parce que les fondements de ce que nous appelons la démocratie ne sont pas véritablement enracinés en Côte d'Ivoire depuis que nous avons négocié le retour au multipartite en 1990. Donc voilà un peu pourquoi ne pas saisir l'occasion aujourd'hui, en tant que société civile, pour appeler à cette transition véritable. C'est possible. Au Bénin, en Afrique du Sud, ça a été le cas, c'est possible. Ok. Alors, pendant que vous appelez à la transition, en Côte d'Ivoire, comme on vous disait tout à l'heure, vos co-conférenciers invitent l'opposition à participer aux élections de 2020. Êtes-vous au Cassis pour la politique de la chaise vide? Non. On n'est pas. Justement, c'est parce que nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide que nous proposons cette transition. Parce que la finalité, ou alors l'une des étapes de cette transition-là, c'est justement les élections. Parce que l'assainissement du climat politique, social et économique de la Côte d'Ivoire va être ce qui va créer un cadre beaucoup plus propice pour des élections libres, transparentes. Et ça, nous ne sommes pas, si vous voulez, contraires à cela. Vous voyez, donc nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide. Maintenant, à un moment donné, c'est vrai, à partir de 2011, à l'arrivée au pouvoir de ce régime, nous avons soutenu l'intransigeance des forces de l'opposition contre ce régime-là. Parce que nous avons estimé, et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, que l'intransigeance face à ce régime-là était la meilleure posture qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été obtenues, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été obtenues par cette intransigeance-là. C'est vrai que le SCACI a soutenu la non-participation à des élections en 2015 parce que nous avons jugé que ces élections-là n'étaient pas des élections qui pouvaient réconcilier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est-elle réconciliée aujourd'hui? Non, nous avons raison. Nous avons pensé que participer à des élections où auparavant on n'a pas demandé aux gens de s'enrôler, ou alors on va avec des listes électorales qui pour nous sont, enfin, des élections avec un régime qui lui-même, nous jugeons, est illégitime, serait un problème. C'est vrai que nous avons soutenu cette position, mais nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide à tout vent. Il y a un certain nombre. Alors, quelquefois, nous entendons des gens dire qu'il ne faut pas poser des conditions. Nous disons non. Quand on veut aller à la paix, on veut aller à la réconciliation, on y va avec des conditions. Sinon, on va se retrouver à faire ce qu'on a fait peut-être en 2002, à Yamoussoukro. Et puis, un mois après, c'était en août, lorsque ce qu'on a appelé les 4 grands ou les 5 grands se sont retrouvés. Et puis, quelques moments après, juste un mois après, il y a eu encore cette rébellion. Alors, pour terminer, je dirais que de 2002 à aujourd'hui, ça fait quand même 17 ans. Nous n'avons pas encore tiré, en tant qu'acteurs politiques en Côte d'Ivoire, que ce soit de la société civile, que ce soit les partis politiques, et que ce soit dans cet ensemble, nous n'avons pas encore tiré, j'allais dire, peut-être les leçons ou bien les conclusions de ce qui s'est passé en 2002 et comment est-ce que nous avons géré 2002 jusqu'en 2010 et comment nous avons géré de 2010 jusqu'à maintenant. Ok. Nous savons que le régime de Ouattara multiplie menaces et grincements des dents à l'endroit de tous ceux qui sont porteurs de changements. Vous y compris, parce que vous parlez d'une transition. Alors, on sait aussi qu'il lorgne visiblement un troisième mandat. Comment allez-vous y prendre? Écoutez, l'idée d'un troisième mandat pour Ouattara ou bien une éternisation au pouvoir, pour nous, n'est pas nouvelle, hein, cette idée. Parce que je peux appeler les Ivoiriens. D'abord, vous savez, cette idée de la transition, à un moment donné, nous étions heureux de voir que des acteurs politiques en parlaient. Mais au Cassis, nous pouvons nous enorgueillir de ce que, déjà en 2013, nous avons déjà commencé à parler de la transition. J'ai pu inviter les gens à voir dans les journaux. Pourquoi? Parce que notre lecture de la chose, pas parce que nous sommes allés consulter des charlatans, des féticheurs ou bien des voyants, mais nous avons vu que ce régime est dirigé par quelqu'un qui, depuis le début
en 1990, n'a jamais respecté aucune constitution. Donc, il va de mise pour nous que c'était la façon donc de gérer avec ce régime. Ok. Bien, merci, Monsieur Eddy. Et voilà, on va revenir avec vous une autre fois. Mais merci de passer à notre studio pour ce petit temps avec nous, pour nous expliquer quelles sont les dispositions du CACI. C'est moi qui vous remercie. Vous aurez remarqué que nous n'avons pas pu prendre quelques mots du docteur Sako. Et donc, sûrement parce qu'il était très occupé avec autres engagements. Mais nous espérons l'avoir à Télé Gopo, spécialement à cette émission, à l'épreuve du Gopo, pour lui poser quelques questions. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous pour ce petit moment. Et donc, nous vous invitons pour la prochaine fois pour un autre numéro de À l'épreuve du Gopo. Télé Gopo, la télé qui ose.